Le 29 janvier 2025, une alliance militaire surgit dans le Sahel. Et pourtant, près de 40% du territoire du Burkina Faso demeure sous pression djihadiste, révélant un écart brutal entre ambition collective et réalité du terrain. Que change vraiment cette coalition pour ceux qui vivent de l'insécurité et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il pousser la rupture avec l'ordre ancien sans fragiliser l'unité? La suite peut surprendre rapidement. L'enjeu de cette histoire tient en une ligne. Une coalition née sous le feu cherche à imposer un nouvel ordre sécuritaire au Sahel tout en affrontant ses propres fragilités. Pour comprendre, il faut suivre les faits, mesurer les effets, puis relier les conséquences. Cette alliance des États du Sahel promet une réponse plus rapide aux attaques, grâce au partage du renseignement, à des protocoles d'alerte unifiés et à des opérations coordonnées sur des frontières longtemps poreuses. Mais elle s'expose aussi à deux risques immédiats: la rivalité politique entre partenaires et l'intensification des pressions extérieures qui peuvent d'ailleurs transformer une logique de souveraineté en terrain de compétition. Le point décisif n'est pas seulement militaire, il est institutionnel, qui décide comment et au nom de quel équilibre entre les trois États. Une alliance peut gagner des batailles et perdre sa cohésion en silence. Un point mérite attention: le premier test n'arrive pas dans un an, mais dans les tout premiers mois, quand les priorités divergent et que la confiance doit résister au stress du terrain. Dès les 6 premiers mois, les zones frontalières les plus touchées enregistrent une baisse de 30% des attaques, tandis que les déplacements internes reculent de 20%, là où les opérations conjointes se concentrent. Et pourtant, près de 40% du territoire burkinabé reste sous pression, rappelant que l'amélioration n'est ni uniforme ni garantie. C'est dans ce contraste que se lit le sens réel de l'Alliance des États du Sahel, officialisée le 29 janvier 2025 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Trois pays aux trajectoires politiques différentes, réunis non par confort diplomatique mais par urgence stratégique. Avant cette annonce, chaque armée agissait principalement selon ses propres logiques, avec des réponses fragmentées et souvent trop lentes face à des attaques simultanées. Dans ce cadre, l'Alliance vise une chose simple: réduire le temps entre l'alerte et l'action, en partageant le renseignement et en coordonnant des ripostes transfrontalières. Le contexte sécuritaire, lui, ne laisse aucun répit. Les attaques attribuées à l'EIGS et au GSIM se multiplient, frappant les frontières des trois États et exposant les failles d'une défense isolée. L'Alliance naît donc au cœur d'une crise au moment même où les pays cherchent à rompre avec les dispositifs régionaux et les partenariats jugés inefficaces. Cette rupture est politique autant que militaire. Retrait de la CEDEAO, volonté d'autonomie stratégique et réorientation diplomatique vers de nouveaux soutiens extérieurs. Au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît comme l'architecte d'une réponse accélérée. Depuis 2022, depuis 2022, il met en avant des réformes pour renforcer l'armée, durcir la réactivité décisionnelle et remodeler la gouvernance afin de soutenir l'effort de guerre. Son pari est double: obtenir des gains visibles sur le terrain et transformer ces gains en légitimité régionale. Mais une coalition peut se fissurer au moment même où elle commence à réussir, surtout si la question du leadership devient un point de friction. Ce qui suit dépend donc d'un détail rarement visible au premier regard: la capacité à faire durer l'unité quand les intérêts ne sont pas parfaitement alignés. Ibrahim Traoré peut-il maintenir cette cohésion sans susciter la crainte d'une domination burkinabé? Dans cette séquence, le fil conducteur n'est pas une institution abstraite, mais une chaîne d'effets très concrets: une alerte, une décision, une riposte, puis la vie qui tente de reprendre.
Dans plusieurs zones frontalières, l'intégration des protocoles d'alerte change le rythme du danger. Là où, auparavant, une attaque pouvait se propager d'un côté à l'autre sans coordination réelle, des unités mixtes commencent à intervenir plus vite avec une logique d'opération coordonnée. Pour les civils, la première différence se mesure moins en déclaration qu'en fenêtre de normalité. Un marché rouvre, une route redevient praticable, une famille hésite moins longtemps avant de se déplacer. Ces signaux restent fragiles, mais ils pèsent lourd dans des régions où l'incertitude gouverne le quotidien depuis des années. La baisse des incidents dans certaines zones crée un espace où l'activité agricole et commerciale peut respirer, même brièvement, et où la confiance envers la protection collective peut remonter, quoi. Sur le terrain, ce mouvement s'accompagne d'un effet de réputation. Si la coalition prouve qu'elle réduit réellement les délais de réponse, elle gagne un capital politique. Mais ce capital est conditionnel. Il dépend de la capacité à éviter les accusations de hiérarchie unilatérale, surtout lorsque le Burkina Faso apparaît comme le centre de gravité. Ibrahim Traoré, en figure de pilotage, doit donc gérer deux lignes en parallèle: produire des gains sécuritaires visibles et rassurer ses partenaires sur l'équilibre de la décision. Le sens est simple et simple. La cohésion se joue avant la victoire. Sans confiance politique, même les succès tactiques deviennent réversibles. Avant l'alliance, les attaques dictaient le tempo. Après l'annonce, la riposte change de cadence. Le 29 janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel est officialisée, et ce qui frappe n'est pas seulement le symbole, mais la vitesse. En quelques heures, des canaux de renseignement sont reliés, des protocoles d'alerte sont alignés, et l'idée d'une réponse collective devient opérationnelle. Ibrahim Traoré présente alors l'initiative comme un acte de souveraineté autant que de survie, une manière de ne plus subir des frontières qui servent de refuge et de couloir aux groupes armés. D'abord, il y a le moment de rupture. Le déclencheur est un constat brutal. Les dispositifs isolés ne suffisent plus. Les attaques attribuées à l'EIGS et au GSIM se multiplient, et l'année 2024 marque une aggravation avec des offensives simultanées sur les trois fronts. Dans ce climat, l'alliance apparaît comme une décision d'urgence, mais aussi comme une rupture politique. Quitter la CEDEAO, tourner le dos à des partenariats jugés inefficaces et affirmer une autonomie stratégique. Ibrahim Traoré devient l'un des moteurs de cette bascule, non seulement en poussant l'idée d'une force coordonnée, mais en accélérant des réformes internes pour rendre l'appareil militaire plus réactif. Ensuite vient l'épreuve du terrain. L'Alliance ne peut pas attendre des mois pour prouver sa valeur. Très vite, des opérations conjointes se mettent en place. À la frontière Burkina Faso-Mali, une offensive coordonnée repousse une attaque majeure, montrant que la synchronisation peut réduire les angles morts. Au Niger, l'intégration d'une force aérienne combinée sécurise des axes logistiques régulièrement ciblés, permettant de protéger des corridors essentiels à l'approvisionnement. La logique devient claire: si l'ennemi frappe en réseau, la réponse doit être en réseau. Les patrouilles mixtes, l'échange en temps réel d'informations et la centralisation partielle des décisions réduisent les délais de réaction, parfois à moins de 24 heures, là où l'on parlait auparavant de plusieurs jours. Puis apparaissent les tensions internes. Mais la même centralisation qui accélère l'action ouvre un autre front: la politique. Le poids de Ouagadougou dans la coalition suscite des inquiétudes à Bamako et Niamey, où certains craignent qu'une structure de sécurité se transforme en hiérarchie durable. Les discussions sur la répartition des responsabilités et des ressources deviennent sensibles. Le paradoxe est là. Plus l'Alliance agit vite, plus la question qui décide devient explosive. Ibrahim Traoré doit alors tenir un équilibre délicat: conserver l'efficacité opérationnelle,
sans alimenter l'idée d'une domination burkinabé. Enfin, les premiers signes émergent, encore fragiles mais parlants. Les résultats initiaux donnent de la matière à une narration de renouveau. Des attaques diminuent dans certaines zones, des déplacements internes reculent là où la pression baisse et des marchés reprennent. Chaque amélioration, même partielle, sert de preuve que l'approche collective peut fonctionner. Pourtant, l'arrière-plan reste lourd. Une part significative du territoire burkinabé demeure sous pression, rappelant que l'Alliance ne peut pas se contenter de victoires ponctuelles. Le défi n'est pas seulement de gagner des opérations, mais de tenir une cohésion politique capable de durer. La séquence se referme sur une question simple mais décisive. L'Alliance peut-elle rester unie quand la guerre impose la vitesse et que la souveraineté impose l'égalité entre partenaires? Ibrahim Traoré peut produire des gains militaires, mais la survie de la coalition dépendra d'un autre type de discipline, la discipline du partage. Entre le point de départ et les premiers gains, l'alliance des États du Sahel se lie à travers quelques indicateurs simples: violence, déplacement, flux. Le cadre reste imparfait, car les données proviennent surtout de rapports internes et d'observations de terrain, mais elles dessinent une trajectoire. L'action coordonnée réduit certaines vulnérabilités sans effacer la pression globale. Premier repère, les attaques djihadistes diminuent d'environ 30% dans les zones frontalières ciblées. La baisse annoncée concerne surtout les secteurs où les patrouilles mixtes et le renseignement partagé sont les plus actifs, c'est-à-dire les frontières Burkina Faso-Mali et certaines zones d'interconnexion avec le Niger. En clair, cette baisse signale surtout une coordination plus rapide et concentrée. Ce chiffre ne dit pas que la menace disparaît, mais qu'elle est davantage contenue là où l'Alliance agit comme un système unique, une alerte, une décision, puis une réponse commune. Avant la coalition, les attaques profitaient d'un effet multifront, frappé ici pendant que l'armée réagit ailleurs. Avec une architecture plus centralisée, l'Alliance réduit la fenêtre d'opportunité, même si elle ne supprime pas la capacité des groupes armés à se déplacer et à s'adapter. Deuxième repère, les déplacements internes reculent d'environ 20% dans les zones directement sécurisées. Le recul des déplacements ne signifie pas un retour massif à la normale, mais il indique que certaines familles cessent de fuir en continu et que des retours progressifs deviennent possibles. Au début de 2020, environ 1 million de personnes étaient déplacées à cause des violences, notamment dans les zones rurales. La diminution observée reste donc un signal partiel, concentré. En clair, moins de déplacements suggèrent des poches de sécurité plus stables. Ce mouvement a une valeur politique immédiate. Quand les civils reviennent, même prudemment, la coalition gagne de la crédibilité. Il a aussi un coût de maintien. Sécuriser une zone, une semaine ne suffit pas si l'on ne peut pas tenir la route, le marché, l'accès aux soins et l'approvisionnement. La durabilité devient alors l'enjeu caché derrière l'indicateur. La baisse peut s'inverser si la pression remonte ou si la coopération se fragilise. Troisième repère, les corridors logistiques voient les échanges progresser d'environ 15% dans les zones sécurisées. Le redémarrage partiel des échanges est attribué à la réouverture de plusieurs axes, notamment entre Ouagadougou et Bamako et entre Niamey et Ouagadougou, grâce à des patrouilles mixtes et à une surveillance accrue. La hausse mesurée reste localisée, car ces routes demeurent vulnérables, mais elles montrent une logique économique. Sécuriser un corridor, c'est réduire les ruptures d'approvisionnement, donc diminuer la pression sur les prix et sur la rareté. En clair, un corridor plus sûr réduit les pertes, stimule le commerce local. Dans ce domaine, l'effet d'entraînement est un rôle crucial. Quand la route tienne, les acteurs économiques reviennent, mais ils attendent des signaux politiques autant que sécuritaires. À ces trois indicateurs s'ajoute un élément transversal, la vitesse de réaction.
L'Alliance revendique des cas où des attaques ont été repoussées en moins de 24 heures grâce au partage en temps réel du renseignement et à la fusion partielle des bases de données. Cela ne garantit pas une victoire stratégique, mais cela réduit la capacité des groupes armés à frapper, se disperser et recommencer ailleurs sans coup. Le point clé ici est que les chiffres racontent une amélioration conditionnelle. Elle dépend de la cohésion interne, de la continuité des opérations et de la gestion des rivalités. C'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré redevient central. Si l'efficacité militaire se traduit dans domination politique perçue, les gains mesurés risquent de devenir temporaires. Si, au contraire, l'équilibre de décision est resté consolidé, les indicateurs peuvent s'ancrer et servir de base à une stabilité plus durable. L'alliance des du Sahel divise parce qu'elle porte deux logiques qui peuvent coexister, mais aussi se contredire. Pour juger sa viabilité, il faut prendre au sérieux les deux arguments principaux, puis mesurer ce qu'ils valent face aux faits déjà observés. D'un côté, l'idée est que la coalition représente la meilleure réponse disponible. Selon ses défenseurs, l'alliance corrige la faille structurelle des années précédentes, une lutte fragmentée contre des groupes mobiles, capables d'exploiter les frontières comme des zones grises. En unifiant la planification, en partageant le renseignement et en standardisant les alertes, les armées gagnent du temps. Et dans ce type de guerre, le temps est un multiplicateur de puissance. Les premiers signaux sont cohérents avec cette thèse. Baisse de 30% des attaques dans certaines zones frontalières, recul de 20% des déplacements internes là où les opérations conjointes se concentrent et amélioration du commerce de 15% dans des corridors partiellement sécurisés. Dans cette lecture, la coalition n'est pas un pari idéologique, mais un outil de survie et Ibrahim Traoré incarne l'énergie politique nécessaire pour imposer cette coordination. De l'autre, on souligne que le risque interne peut devenir plus dangereux que l'ennemi. Les critiques reconnaissent l'intérêt militaire, mais pointent la fragilité politique. Une alliance peut produire des victoires tactiques tout en accumulant des tensions de leadership. Le Burkina Faso apparaît comme le centre de gravité, et cette asymétrie nourrit une inquiétude à Bamako et Niamey. Si le commandement devient trop centralisé, la coalition se transforme en hiérarchie puis en rivalité. À cela s'ajoute la pression extérieure. Plus la coalition se réoriente vers de nouveaux partenaires, plus elle peut devenir un terrain de compétition géopolitique, ce qui accroît les divergences internes et fragilise l'objectif initial. Au vu des éléments disponibles, le compromis est possible, mais pas automatique. Les chiffres initiaux soutiennent l'idée que la coordination fonctionne, au moins localement. Ils ne prouvent pas la durabilité. La question décisive n'est donc pas est-ce efficace, mais est-ce gouvernable? Si la répartition des responsabilités, des ressources et du pouvoir décisionnel est clarifiée, l'alliance peut transformer des gains ponctuels en stabilité progressive. Si elle échoue à rendre visible l'équité entre partenaires, alors même une amélioration sécuritaire mesurée risque d'être perçue comme un instrument de domination et la coalition s'usera de l'intérieur. Ibrahim Traoré se trouve précisément sur cette ligne de crête. Maintenir l'efficacité sans produire de méfiance structurelle. Tout dépend de l'équilibre interne. Le point de bascule ne se situe pas uniquement dans une opération militaire réussie, mais dans la manière dont l'Alliance transforme ses premiers gains en architecture durable. Les victoires initiales montrent que la coordination accélère la réponse. Alerte partagée, renseignements fusionnés, riposte plus rapide. Mais elle crée aussi un nouveau problème. Plus le commandement est centralisé pour être efficace, plus la question du leadership devient sensible.
C'est ici que le point de médian apparaît. La coalition peut gagner en puissance tout en s'exposant à une fragilité politique accrue. Le changement de perspective est même net. La menace djihadiste reste l'ennemi visible, mais la cohésion devient l'ennemi invisible. Une alliance ne tombe pas toujours sous les coups adverses. Elle peut se déliter dans la répartition des responsabilités, dans les soupçons de domination, dans les désaccords sur les priorités et les ressources. La crainte exprimée au Mali et au Niger sur le poids de Ouagadougou illustre ce risque, même lorsque les résultats sur le terrain semblent encourager l'initiative. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne joue pas seulement le rôle d'architecte militaire, il devient un gestionnaire de tension. Maintenir la vitesse de réaction sans verrouiller la décision, préserver la souveraineté proclamée sans fabriquer une hiérarchie interne. C'est un défi plus politique que tactique, et c'est lui qui déterminera si l'alliance est un tournant durable ou une séquence provisoire. Pour mesurer ce que l'alliance des États du Sahel change réellement, il faut descendre au niveau des effets pratiques. Les résultats initiaux: baisse de 30% des attaques dans certaines zones, recul de 20% des déplacements internes, hausse de 15% des échanges dans des corridors sécurisés, ne sont pas des abstractions. Ils se traduisent différemment selon 4 groupes: l'État, les entreprises, les habitants et l'équilibre régional. C'est là que la promesse devient vérifiable et que la coalition révèle aussi ses limites. Pour les États, d'abord. Le premier gain est la vitesse. La fusion partielle du renseignement et l'alignement des protocoles d'alerte réduisent le délai entre l'attaque et la riposte. Dans certains cas, des offensives ont été repoussées en moins de 24 heures, là où l'on parlait auparavant de plusieurs jours. Cette réactivité renforce la crédibilité des autorités et offre un argument de légitimité. L'État redevient capable d'agir. Mais l'effet politique est à double tranchant. Plus la coordination centralise la décision, plus elle pose la question du leadership. Ibrahim Traoré bénéficie de l'image de moteur stratégique, mais cette même position peut alimenter des suspicions chez ses partenaires si l'équilibre institutionnel paraît déséquilibré. La stabilité dépend donc autant de la discipline militaire que de la discipline du partage, pour les entreprises et l'économie locale ensuite. Ici, la variable clé est le corridor. Quand une route tient, la chaîne logistique respire. Les approvisionnements sont moins interrompus, les pertes diminuent et le commerce reprend. L'amélioration de 15% des échanges dans les zones sécurisées signale une reprise partielle, mais elle reste conditionnelle. Les acteurs économiques observent le terrain, mais aussi la politique. Ils attendent des signaux de continuité, car une route sécurisée un mois ne suffit pas à relancer l'investissement. Les entreprises locales, notamment agricoles et commerciales, gagnent un peu de visibilité, mais demeurent prudentes tant que l'alliance n'a pas prouvé une stabilité durable et un cadre de décision fiable. Pour les habitants, le bénéfice le plus tangible est la réduction des déplacements dans les zones où l'alliance agit efficacement. Une baisse de 20% signifie que certaines familles cessent de fuir en permanence et que des retours progressifs deviennent possibles. Les marchés rouvrent, certaines activités agricoles reprennent et un sentiment de sécurité relative réapparaît. Mais cette normalisation est fragile. La menace reste présente sur une large partie du territoire et le retour à la vie ordinaire dépend de la capacité à maintenir la protection au-delà des opérations ponctuelles. La population peut soutenir la coalition si elle voit des gains continus. Elle peut aussi s'en détourner si ces gains s'interrompent. Pour l'équilibre régional et la diplomatie, l'Alliance modifie le rapport de force en Afrique de l'Ouest. Le retrait de la CEDEAO et la recherche d'autonomie stratégique créent une tension avec certains partenaires occidentaux, tandis que l'implication de la Russie, de la Chine et de la Turquie ouvre une nouvelle configuration d'influence.
Cette reconfiguration peut renforcer la souveraineté revendiquée, mais elle ajoute une pression. L'alliance doit éviter d'être capturée par des rivalités externes. Ibrahim Traoré devient alors un acteur de pivot. Ses choix peuvent consolider l'unité ou exposer la coalition à des fractures. Au total, l'effet principal est clair. L'alliance crée des gains rapides, mais elle rend la cohésion politique encore plus déterminante. Ce n'est pas seulement une guerre de territoire, c'est une guerre de gouvernance. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'alliance des États du Sahel peut évoluer selon trois trajectoires. Elles ne dépendent pas seulement de la pression djihadiste, mais de la capacité à gérer l'équilibre interne, la discipline opérationnelle et les influences extérieures. L'incertitude ne porte pas sur l'existence de la menace, mais sur la solidité du cadre politique qui prétend la contenir. Premier scénario, stabilité fragile et gains localisés. L'Alliance maintient sa coordination militaire et les opérations conjointes continuent de réduire la violence dans certaines zones frontalières. Les corridors logistiques restent partiellement sécurisés, ce qui soutient une reprise économique limitée. Mais la gouvernance interne demeure tendue. La répartition des responsabilités progresse lentement et les désaccords persistent sans provoquer de rupture immédiate. Dans ce scénario, la coalition survit, mais elle vit sous tension. La stabilité est réelle mais réversible. Elle dépend d'une continuité quotidienne plus que de grands succès. Ibrahim Traoré conserve un rôle moteur, tout en étant contraint de multiplier les gestes d'équilibre pour éviter l'accusation de domination. Deuxième scénario, consolidation et montée en puissance. Les trois États parviennent à institutionnaliser un commandement unifié plus crédible, avec des mécanismes de décision partagés et une répartition plus lisible des ressources. Les tensions politiques diminuent parce que l'alliance devient gouvernable. Les partenaires se sentent copropriétaires de la stratégie et non exécutants d'un centre. Sur le terrain, la coordination accélérée produit un effet cumulatif. Les groupes armés perdent des marges de manœuvre, les déplacements internes ralentissent davantage et la sécurisation des axes commerciaux s'élargit. Dans ce scénario, l'alliance gagne aussi diplomatiquement. Elle négocie des soutiens extérieurs sans perdre le contrôle de son agenda. La coalition devient alors un modèle régional, non parce qu'elle élimine la violence, mais parce qu'elle la réduit tout en gardant sa cohésion. Troisième scénario, fragmentation politique et retour de la pression. Les frictions internes s'aggravent autour du leadership, des ressources et de la priorisation des opérations. La coopération militaire devient intermittente, les échanges de renseignements ralentissent et les réponses redeviennent asymétriques. Les groupes armés exploitent cette fissure. Attaques plus mobiles, corridors de nouveau ciblés, reprise des déplacements. La pression extérieure intensifie les divisions en renforçant des dépendances concurrentes. Dans ce scénario, l'alliance ne s'effondre pas nécessairement par annonce, mais par usure. Chaque désaccord réduit l'efficacité et chaque recul alimente la méfiance. Une règle de lecture s'impose, raisonner en conditions, pas en promesses. Si l'alliance clarifie qui décide, comment et avec quel garde-fou, elle peut durer. Si elle repousse ce débat, elle restera vulnérable même en cas de succès tactique. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une affaire d'États et de généraux. Pour ceux qui regardent de loin, l'Alliance des États du Sahel met en scène une question familière. Peut-on construire de la sécurité sans dépendre d'un protecteur extérieur et sans tomber dans un cycle de violence interminable? Cette question touche aussi le public parce qu'elle renvoie à des dilemmes universels: souveraineté, confiance et coût humain d'une guerre diffuse. Pour les communautés directement exposées, la première attente n'est pas une victoire spectaculaire, mais une continuité. Pouvoir circuler, vendre, cultiver, aller à l'école, rester au village sans fuir.
Une baisse de la violence, même partielle, se ressent immédiatement dans le quotidien, mais elle peut disparaître aussi vite si la pression remonte. C'est pourquoi les gains initiaux ne sont pas seulement des statistiques, ils sont des fragiles promesses de normalité, et chaque interruption recrée la peur. Pour ceux qui vivent dans les capitales ou dans la diaspora, l'alliance ouvre un autre enjeu, la légitimité. Quand une coalition affiche une réactivité accrue, elle renforce l'idée que l'État peut protéger. Mais si la gouvernance devient opaque ou trop centralisée, la confiance se déplace. On applaudit les résultats, puis on redoute la concentration du pouvoir. Le rôle d'Ibrahim Traoré se situe exactement sur cette tension, parce qu'il incarne à la fois l'énergie de rupture et le risque d'être perçu comme un centre trop dominant. Deux gestes simples peuvent aider le public à lire la situation sans excès. Observer la régularité des opérations conjointes et suivre l'évolution des corridors logistiques, car c'est là que la sécurité devient visible. Le reste, souvent, se décide dans la cohésion politique. Pour transformer l'alliance des États du Sahel en structure durable, la logique doit passer d'une réaction rapide à une gouvernance stable. Cela implique une feuille de route simple, lisible et mesurable, avec des responsabilités claires. Sans cette discipline, les gains initiaux resteront fragiles, même si les opérations conjointes continuent de produire des résultats. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale, peut impulser cette méthode, mais elle doit être partagée pour ne pas créer de dépendance politique à un seul centre. Première étape, stabiliser la gouvernance de commandement dès les premières semaines. Concrètement, chaque État nomme un représentant permanent au commandement unifié avec mandat explicite pour mesurer temps moyen de décision stratégique et nombre de décisions prises sans blocage. Deuxième étape, unifier le renseignement et les alertes dans les premiers mois. Concrètement, cellules de renseignement communes, fusion partielle des bases et protocoles d'alerte identiques pour mesurer délai entre alerte et réponse opérationnelle, objectif, réduction nette et régulière. Troisième étape, sécuriser en priorité les corridors logistiques sur le semestre. Concrètement, patrouille mixte régulière, surveillance renforcée sur les axes commerciaux clés pour mesurer baisse des embuscades, régularité des convois, continuité des flux commerciaux. Quatrième étape, développer des capacités locales encadrées sur le moyen terme. Concrètement, formation d'unités communautaires sous supervision des armées nationales, coordination avec autorités locales pour mesurer recul des déplacements internes et stabilité des zones reconquises. Cinquième étape, consolider l'équilibre politique interne en continu. Concrètement, sommet régulier des chefs d'État, mécanisme de partage des responsabilités et des ressources, pour mesurer nombre de décisions stratégiques adoptées sans opposition, baisse des signaux de friction publique. Le cœur de cette feuille de route est un principe. Sans équité perçue, l'efficacité militaire se retourne contre la cohésion. Ibrahim Traoré peut accélérer le mouvement, mais la durabilité dépendra de la capacité des trois États à rendre l'alliance gouvernable, au-delà de l'urgence. Il y a une image qui revient, discrète mais obstinée, une route qui se rouvre, un marché qui reprend souffle. Ce sont des scènes modestes et pourtant elles résument l'enjeu mieux que n'importe quel communiqué. Une alliance militaire n'existe vraiment que lorsqu'elle change le rythme de la vie ordinaire, quand le danger recule assez pour que l'on ose à nouveau circuler, vendre, rentrer chez soi. L'alliance des États du Sahel a déjà prouvé qu'elle pouvait produire des gains rapides, là où la coordination est réelle. Mais ces gains restent suspendus à une condition. L'unité ne doit pas être une façade. Si les trois États traitent la décision comme un bien commun, la coalition peut durer. Si la méfiance s'installe, la guerre reprendra le contrôle du tempo.
C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient plus qu'un symbole. Il incarne une bifurcation. Transformer une réaction d'urgence en architecture stable ou laisser par l'urgence user la cohésion jusqu'à la fissure. La question n'est plus seulement de repousser des attaques, mais de préserver une discipline politique assez solide pour que les victoires ne se dissipent net pas. La ligne à retenir est simple. La cohésion décide de tout. L'alliance des États du stade du Sahel n'est pas, n'est pas seulement une réponse militaire à une crise, elle est devenue un symbole, celui d'États qui cherchent à reprendre la main, à réorganiser leur sécurité avec leurs propres leviers et à redéfinir leur place dans l'Afrique de l'Ouest. Mais un symbole ne suffit pas. Ce qui comptera dans les prochains mois, c'est la capacité à rendre cette alliance gouvernable, équitable et durable, sans sacrifier la rapidité qui a permis les premiers gains. Dans ce type de guerre, la victoire n'est pas un moment, mais une continuité. Chaque corridor sécurisé, chaque village stabilisé, chaque baisse de déplacement interne a une valeur concrète. Pourtant, la coalition restera vulnérable si la confiance politique se fragilise ou si les influences extérieures imposent leurs propres priorités. Même le rôle d'Ibrahim Traoré, central aujourd'hui, devra s'inscrire dans un équilibre partagé pour éviter que l'efficacité ne devienne source de tension. Si ce sujet mérite d'être suivi, c'est parce qu'il touche une question universelle. Comment protéger sans se diviser? Selon vous, quel serait le signe le plus crédible que cette alliance peut tenir dans la durée?